Take it easy, R7. What are you after? The girl or the lector? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? It's got to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I've got the bitch. Down there. Bienvenue à Istanbul. Aujourd'hui, nous parlons de Bon baiser de Russie, sorti en 1963 et réalisé par Terrence Young, avec Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendariz, Lot Lenya et Robert Shaw. Je suis Mathieu, et avez-vous une cigarette avec des allumettes? J'aime bien le briquet, là, mais jusqu'à temps qu'il brise. Alors, bienvenue dans la rétrospective là, des aventures de James Bond. On se dirige vers Mourir peut attendre. Là, on est rendu au 3e film. Fait que, dans le fond, au total, on va en avoir 28. Fait que dans 25 semaines, on va se rendre au but. Et ça, bien sûr, s'il ne change pas la date de sortie encore une fois, mais la rétrospective va être faite quand même là, d'ici 25 semaines. Ça a l'air quand même assez long, 25 semaines pour se rendre au prochain film. Mais c'est ça qui arrive. Je veux dire, ça fait déjà un an et demi déjà que le film est complété. Puis on attend encore. Si vous vous rendez sur premiervisionnement.com, vous allez pouvoir voir toute la rétrospective, dans le fond, qu'est-ce qu'elle va couvrir. On va couvrir les films officiels là, de la Eon, à partir là, du film de Dr. No, jusqu'au dernier film là, qui va sortir. Mais en même temps, on va couvrir tout l'univers étendu là, qui va rajouter 3 films en surplus. Avant Dr. No, on avait Casino Royale de 1954. On va couvrir aussi le film de Casino Royale en 1967 et éventuellement on va arriver aussi le film avec Sean Connery qui est un remake du film de Opération Tonnerre, le Jamais plus jamais. Alors ça s'en vient dans les prochaines semaines pour le podcast, mais ça met pas en pause les rétrospectives des slashers Jason et Freddy, comme ce que ça met pas en pause la rétrospective là, des films de l'univers de DC que je trouve en parallèle. Alors avec le succès du film de Dr. No, qui avait été fait pour 1 million puis qui a remporté 60 millions, c'était sûr et certain là, qu'on était parti là, à faire la suite. C'était ça le but dans le fond là, où on avait eu les producteurs Harry Saltzman et Cubby Broccoli qu'ils avaient investi pour pouvoir rendre James Bond à l'écran. C'était leur plan dans le fond de essayer de faire là, les livres d'Ian Fleming au complet. Puis c'est ça, là, fait que leur investissement valait la peine. On y allait de plein feu. On s'entend que le film est sorti 1 an après le premier film. On s'entend là, dans la rétrospective, là, je calcule pas pareil là, le premier podcast là, que j'ai fait sur Casino Royale 54, là, le premier film là, étant officiellement le Dr. No. Le réalisateur du premier film, Terrence Young, va revenir pour continuer l'histoire, ce qui va faire qu'on va ramener aussi le personnage de Sylvia Trench, qui était comme un peu son idée là, de ramener le personnage à chaque film, si elle allait faire le 3e, 4e, 5e, tout ça. On va en parler dans les prochains podcasts, dans le fond, mais très brièvement, parce qu'elle apparaît pas dans les prochains films. Mais il y a aussi John Barry, qui avait fait les orchestrations là, du thème de James Bond, puis quelques autres orchestration, mais orchestration, je le souligne, c'est pas des compositions. Il avait pris les compositions de Monty Norman, dont le thème de James Bond, puis lui il avait juste comme refait ça là, avec l'orchestration pour que ça donne un certain style. Puis c'est ça pour le restant de la trame aussi, en bout de ligne, la trame sonore de Dr. No était pas mal la tune de James Bond. Fait que un peu déçu de ça que John Barry, oui, lui il avait un petit groupe, puis il faisait quand même des petits hits, là, mais rien de majeur. Il restait quand même déçu que en bout de ligne, on avait juste mis le thème de James Bond tout le long sur le film. Puis qu'il restait pas grand chose pour le restant qu'il a fait. Alors lui il s'est mis à appeler les producteurs. Les autres ils s'attendaient tout de suite à ce qu'il les appelle. Puis les autres, leur idée dans le fond, c'est que
John Barry les a dépannés pour le premier film. Fait qu'en même temps, ben. Pour comme le remercier, ben ils vont lui demander là, lui uniquement là, pour suivre pas mal toute la saga de James Bond en tant que compositeur principal là, pour le restant de la série. Ce qui va faire qu'à partir là, de ce moment, John Barry va devenir comme le compositeur officiel là, jusqu'à vraiment loin dans la série. Il y a des fois que ça va être d'autres compositeurs qui vont rentrer, mais c'est parce que John Barry ne sera pas disponible. Le public avait acheté le personnage là, de James Bond interprété par Sean Connery, alors c'est sûr que Sean Connery allait revenir. En plus de la popularité du personnage à l'écran, ben on avait le président Kennedy que lui avait nommé là, dans ses meilleurs romans, ben que Bon baiser de Russie était un de ses meilleurs romans. Là. Fait que en bout de ligne, ben, les producteurs ont sauté aussi sur l'occasion que s'il fallait faire un prochain film, ben on va sauter tout de suite sur Bon baiser de Russie. Que dans le fond, les livres vendaient vraiment bien là, à cette époque-là. Mais l'auteur, comme je dis, ça va être pas mal la seule production là, ben, avec le Dr. No puis celui-là. Ça va être tout ce qui va avoir vu là, comme la série cinématographique, ben, ça va être pas mal là quand ça va être sa fin. Parce que dans le prochain film, ben, il va voir toute la production, mais finalement, il va mourir là, juste quelques semaines avant que le film soit sorti en salle. Là. Un peu comme le film de Dr. No, ben on va s'inspirer vraiment là, du livre de Ian Fleming. On va changer quelques idées, là, plutôt comme le grand machin là, du côté là, contre James Bond. Ben, dans les romans, on avait Schmerz, qu'on avait changé un peu plus tard, à partir là, de vers vraiment la fin là, des livres qui ont été écrits là, par Fleming dans Opération Tonnerre. Il avait changé l'antagoniste pour Spectre. Puis c'est ce qu'on allait faire avec les films, pareil comme dans Dr. No, comme j'ai dit. Fait que c'est vraiment une adaptation quand même assez fidèle, grosso modo, du film. Il y a quand même beaucoup d'affaires là, qui sont dans le livre puis qu'il va être représenté à l'écran. Bien entendu, on va prendre quelques libertés, mais en gros, on va avoir quand même une bonne adaptation. Étant le 5e livre écrit par Fleming, il commençait à être un petit peu tanné là, en 1957, quand il a écrit le livre, il était un petit peu tanné du personnage. C'est une grosse différence avec le film. C'est que le livre finit par la mort de James Bond. Ça reste un petit peu ambigu, bien sûr, parce qu'il va revenir là, dans Dr. No en 1958. Mais c'est une différence quelque part parce que le film finit très bien comparativement au livre où ce que Ian Fleming voulait se débarrasser du personnage et que dans la conclusion, quand on a Rosa Klebb, Rosa Klebb dans le livre a réussi à tuer James Bond carrément là, à la dernière phrase là, du livre et le livre finit de même. Alors, le film ouvre vraiment de manière classique ce qu'on a connu pas mal là, par la suite, puis qu'on a repris là, jusqu'à aujourd'hui, là, mis à part 2 films là, dans la série où on va parler là, que les films commencent pas de même. Mais on a le Gun Barrel. Je crois pas en avoir parlé au dernier film où dans le fond, la personne qui est à l'écran, c'est le cascadeur en chef là, du film, qui avait travaillé sur Dr. No, qui ne travaillera pas sur le film d'aujourd'hui, puis qu'il ne travaillera pas non plus sur le prochain film. Mais c'est lui on voit à l'écran, Bob Simmons. Le montage du film va avoir été un peu un chaos total. Au début, on voulait comme un peu faire comme qu'on avait fait dans Dr. No, mais là, après ça, on a décidé là, de séparer les choses. Avant la tune theme, on a ce qu'on appelle un teaser. Puis on a un faux James Bond qui
qui est comme de la pratique pour Red Grant, ça fait pas juste ça fait vraiment pas de sens. Mais, bon, je vais essayer d'excuser le film en disant que peut-être c'est de la pratique de Red Grant, puis que, je veux dire, juste pour une question de focus, il faut qu'il voie la face à James Bond pour pouvoir le tuer quelque part. Mais ça fait pas de sens même en fait d'histoire parce qu'il n'a pas eu encore sa mission et que techniquement il sait pas c'est qui James Bond. Mais en tout cas, fait que ça se tient pas. C'est une scène qui devait apparaître un petit peu plus tard dans le film, mais finalement on a décidé de la coller au début du film. Puis honnêtement, c'était le meilleur choix à faire quand même. Ça se tient pas, mais vraiment, pour commencer le film, c'est un bon teaser pour commencer le film. C'est juste l'idée même avec le gun barrel au début. Puis après ça, avoir la chanson du film apparaître après. Le générique, ben tu sais, c'est quelque chose qui est quand même, tu sais, on n'a pas pris la chanson directe de Bon baiser de Russie, là, From Russia with Love. On a pris comme une version instrumentale, puis tu sais, honnêtement, je trouve que ça rentre vraiment au poste. J'aime beaucoup la tune thème de Bon baiser de Russie, là, From Russia with Love, chantée par Matt Monro. Mais même l'introduction avec qui est appelée comme Bond is Back, là, honnêtement, je trouve que c'est vraiment là, merveilleux aussi comme entrée. Honnêtement, c'est quand même quelque chose que je m'ennuie. On va avoir quand même une séquence, un générique là, instrumental là, qui va s'en venir là, dans la série des On. Puis en tout cas, on va même en avoir un autre. On va en parler une fois qu'on va être rendu là. Mais dans la série, là, même dans les nouveaux, on a quand même quelqu'un comme Hans Zimmer là, qui va faire le dernier film. Quelqu'un qui serait capable là, de vraiment nous faire une mélodie puis de nous faire quelque chose là, de grandiose. Je m'ennuie de ça. Je sais qu'on le fera pas. Mais quand même, je veux dire, je trouve que ça serait quelque chose là, d'assez intéressant là, de pouvoir ramener ça. On veut forcer maintenant là, d'avoir une chanson là, qui va pouvoir marcher là, dans le générique, dans le Billboard plutôt. Puis c'est ça que je trouve juste un petit peu dommage, pareil, parce que des fois, le côté musical va rester encore plus puissant là, que la tune thème. On avait Maurice Bender qui s'avait occupé dans le premier film pour faire le générique. J'avais vraiment aimé beaucoup le générique là, dans Dr. No. Mais là, ben, tu sais, dans le fond, on a tout le générique du monde qui travaille dans le film ben, projeté sur un mur, puis on a une danseuse par-dessus. Honnêtement, je trouve que c'est une manière un petit peu plus cheap de faire le début. Je trouve que ça faisait plus ça se distinguait pas mal dans le premier film. Mais là, tout d'un coup, ben, je trouve qu'on a essayé de faire quelque chose de similaire, mais qui a dû coûter vraiment moins cher. Pourtant, le budget du film a doublé là, comparé au premier film. Mais en tout cas, on a peut-être essayé de changer quelque chose, mais honnêtement, c'est pas aussi efficace que dans le premier film. Alors, on ouvre proprement avec l'introduction de Spectre. On va commencer par le personnage de Kronstein, que lui est en train de jouer dans un tournoi d'échecs. Puis pendant qu'il est en train de jouer, il reçoit un message de Spectre qui dit qu'il a été demandé maintenant. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'écoute le film, dans ma tête, Kronstein, il s'arrange pour perdre tout de suite. Puis parce que c'est comme plus important qu'il se rende à Spectre que son tournoi. Mais quelque part, ben, c'est comme il fait comme le dernier move, puis qu'il gagne. C'est comme un peu, j'ai une double pensée là-dessus. Oui, il gagne, puis ça montre qu'il est bon, mais qu'il a comme trouvé le dernier move à faire pour gagner, quand il était sous pression peut-être. Mais en même temps, ben, je trouve que ça aurait été peut-être une manière là, aussi de montrer comment que Spectre était important. Mais de l'autre côté, il faut montrer aussi que Kronstein, il est bon en fait là, de stratégie. Fait que c'est un petit peu comme un drôle de choix, mais c'est quelque chose qui venait aussi du livre. Dans le livre, il faut qu'il trouve une raison pourquoi il continue le tournoi. Ben, il commence à inventer. Là, il faudrait qu'il invente une raison pour que son enfant soit malade, puis qu'après ça, il faudrait qu'il envoie son enfant à l'hôpital, tout ça, puis que il trouve une manière de partir, tout ça. Fait que c'est compliqué comme tout. Chose qu'on peut pas vraiment mettre dans le film. Il faut quand même que ça l'avance, puis qu'on ait des idées globales.
On va être introduit aussi au personnage de Rosa Klebb. Tu sais, dans la première fois qu'on la voit, c'est une scène inversée que j'ai jamais compris pourquoi qu'on a gardé dans le film. Le réalisateur voulait une scène pour que Rosa Klebb se rende devant un aquarium, mais tu sais, on n'avait pas cette scène-là. Cette scène-là marchait pas la manière qu'on avait filmé. Fait que on a décidé de prendre une scène inversée, mais je trouve que ça apparaît tout le temps. Là, tu sais, je sais pas. Tu sais, on aurait dû trouver une manière différente d'apporter la scène. Mais c'est sûr que, tu sais, on avait à peine un an pour monter le film. Mais, tu sais, on n'était pas comme obligé de voir Rosa Klebb en train de bouger. On aurait pu juste comme la mettre en face de l'aquarium. Puis monter les poissons qui se tuent. Tu sais, c'est un peu comme la mentalité de Spectre. Tu sais, il va nous expliquer que le Spectre essaie d'achever. Ben, tu sais, va casser sur un ennemi où il va attendre. Puis quand c'est le temps que l'ennemi va être affaibli, ben, c'est là qu'il va attaquer. La tête de Spectre, que je crois qu'il n'est pas nommé dans le film, mais ça va être joué par Anthony Dawson qui avait fait le professeur Dent dans le premier film, mais on ne verra pas la face de toute façon. Il va faire le personnage de Blofeld. Le fait de ne pas y montrer la face, je trouve quand même ça intéressant. Puis vraiment, je pense que c'est une bonne idée à quelque part. Ça va prendre vraiment un bout avant qu'on voit la face à Blofeld. Mais juste qu'on voit son chat, on sait à qui qu'on parle. Fait que c'est là qu'on va savoir un peu pas mal toute l'extorsion qu'ils veulent faire dans la planification qu'ils vont embarquer James Bond là-dedans à cause de Dr. No, qui fait que c'est vraiment une suite au premier film. En gros, Spectre veut ramasser un lecteur qui est une machine à décoder des messages des Russes, puis ils veulent réussir à en avoir une. Mais par l'entremise, ils vont se servir de James Bond pour pouvoir le récupérer. Puis en tout cas, ils vont faire tout un gros plan. Le plan en question sert à amener quelqu'un qui va tomber en amour avec James Bond, qui va amener le personnage de Tatiana Romanova. Que elle, dans le fond, sa job, c'est de tomber en amour avec James Bond, puis réussir à sortir de consulat russe avec le lecteur, puis que finalement on va tuer les deux personnages par la suite. Ils vont être tués par le personnage de Donald Redgrant, qui est interprété par Robert Shaw. Robert Shaw que on peut connaître peut-être un peu plus moderne moderne dans Les Dents de la Mer, qui a comme tout été réinventé comme acteur, mais qui est tout aussi mémorable. Il est décrit pas mal comme un assassin parfait, mais pas mal psychopathe, un peu c'est bords, mais je veux dire que c'est comme l'assassin parfait. Même il y a Klebb qui va aller le chercher dans les quartiers où ce qui est en train du monde, puis que genre elle va y foutre un point américain là, dans le ventre, puis il réagira pas. Ça va être ça le test. C'est ça. Ils veulent quelqu'un de solide, puis quelqu'un qui est capable de surmonter, d'être capable d'assassiner James Bond. Quoique, je sais pas si on a besoin de quelqu'un qui est vraiment en forme. Quand Red Grant, on voit qu'il est quand même assez bon là, pour faire des exécutions, même au fusil, puis à distance. Ça fait que, c'est bon qu'il soit solide, puis qu'en même temps qu'il soit un peu détaché de ses émotions, peut-être. Mais en même temps, on voit que c'est quelqu'un là, qui niaise pas, que c'est pas un nono. Là. Tatiana, elle, jouée par Daniela Bianchi, elle va être doublée aussi comme Ursula Andress avait été doublée dans Dr. No. Elle avait été Madame Univers, quelque chose de même là, à l'époque. C'est pour ça qu'elle avait été choisie pour le rôle. Sa job, malheureusement, c'est de succéder à Ursula Andress, qui était comme la Bond Girl idéale, fort de la série. Fait que, en tout cas, moi personnellement, je suis plus un fan de elle aujourd'hui. Mais, je veux dire, en même temps, elle va avoir plus un rôle dans l'histoire. C'est elle qui va comme un peu faire avancer à certains points l'histoire, comparé à
Honey Rider au dernier film, ben, tu sais que il était là pas mal plus pour les looks et bof, avancer un petit peu vers la fin là, pour aider James Bond à certains points, mais elle servait pas à grand chose à part juste la beauté visuelle. Mais c'est ça, elle, Tatiana, elle va être comme pognée entre l'arbre et l'écorce là, pendant tout le film. Elle sait en gros qu'est-ce qu'elle doit faire. B en bout de ligne, elle sait pas exactement c'est quoi là, qui se passe vraiment en arrière. Elle pense que Rosa Klebb est toujours avec les Russes pour c'est dans le fond que c'est une mission bien ordinaire qui est juste demandée là, par les Russes. Mais en bout de ligne, ben, Rosa Klebb est plus avec les Russes, elle est rendue avec Spectre, puis ça, à peu près personne ne le sait, fait que on voit aussi une scène où Rosa Klebb va engager Tatiana, puis je trouve que c'est quand même assez brutal. Elle la passe en entrevue, puis en bout de ligne, ben, elle dit si tu fais telle affaire, on va te tuer, puis si mettons tu acceptes pas, ben on va te tuer aussi. Fait que c'est comme elle est comme mal pognée, mais à quelque part, elle va accepter, elle a comme pas le choix d'accepter. Puis c'est sûr que de l'autre côté, elle a accepté de servir son pays, puis elle pense toujours que Rosa Klebb travaille pour son pays. Alors, on va voir la réintroduction de James Bond qui est avec Sylvia Trench. Quelque part, elle va dire que la dernière fois que James Bond est parti, il est parti pour dans 6 mois. Mais dans le fond, ils se sont connus pour une soirée à peine, quelque chose comme à peu près 2 heures. C'est sûr qu'ils avaient passé peut-être la soirée au casino ensemble, puis finalement, ils ont passé une petite heure ensemble dans la chambre à Bond. Mais à quelque part, elle dit que par la suite, il est parti pour genre 6 mois. C'est comme quelque part, je sais pas l'histoire entre les deux, où est-ce qu'ils ont eu quelque chose, mais c'est juste le fait qu'il y ait une continuité. Ça fait drôle, c'est quelque chose que le réalisateur voulait faire revenir Sylvia Trench autant que possible à chaque fois là, qu'on allait avoir un film. Mais d'un autre côté, ça fait comme paraître Bond un peu sale, un peu à quelque part. Il revient, il va en mission, il va peut-être tomber en amour avec quelqu'un, ou il y a une histoire qui va se former avec quelqu'un, puis finalement, une fois que la mission est finie, il va la laisser là, puis il va retourner à Sylvia. Je le sais pas. Les choses qu'il peut faire pour son pays, ok, ça va aller, là, mais. Je sais pas. Prendre une fille comme une valise de même, là, je sais pas. Ça fait paraître sale un peu. Fait que Bond va retourner à voir sa mission, il va retourner à son bureau, on va revoir Moneypenny, on va revoir M encore une fois. Puis on va avoir encore le Major Boothroyd qui va revenir, cette fois joué par Desmond Llewellyn. La dernière fois, on avait un autre acteur qui, si on ne voit pas assez, on peut quasiment pas voir le lien entre les deux, mais dans le fond, c'est le même personnage qui revient. Cette fois-là, au lieu d'amener un nouveau fusil à James Bond, il va y amener une valise avec aussi une carabine c'est vraiment un kit standard d'espion. Du côté du MI6, une fois que la manière là, que l'histoire se déroule, il y a Tatiana qui est allée voir le conseil à Istanbul, puis que elle a fait une demande pour pouvoir elle essaye là, de attirer James Bond parce qu'elle est tombée en amour avec une photo de James Bond, puis elle veut sortir de là avec un lecteur qui est comme j'ai dit plus tôt, c'est une affaire pour décoder là, des codes russes, puis que à quelque part elle est prête à sortir extradit du pays avec James Bond. Naturellement, c'est comme un peu évident que c'est un genre de piège ou quelque chose, mais la pas, c'est qu'il y a quand même un lecteur là-dedans, fait que pour le pays, avoir quelque chose de même, c'est quand même quelque chose là, de bien qui vaut la peine de sauter là, dans la gueule du loup puis essayer là, de voir le lecteur, mais il faut rester quand même assez prudent là-dedans, mais il faut vraiment avoir ça. Fait que, les deux côtés le savent. Spectre, il savait qu'à quelque part, il se doutait qu'il allait savoir que c'était quand même un piège à quelque part. Mais c'est quoi le piège exactement là-dedans?
Alors, James Bond se ramasse en Turquie, là, à Istanbul. Puis, tu sais, on va nous le marteler un peu une couple de fois pendant le film pour que on catche un peu plus loin. Il y a comme un code secret avec des cigarettes, puis des allumettes, puis un briquet. Tu sais, c'est comme des répliques qui doivent se donner. Puis que, tu sais, pour qu'ils comprennent là, que les personnes qui cherchent, c'est ces personnes-là. Tu sais, on n'est pas encore là, dans un temps d'Internet, quelque chose de même qu'on peut envoyer la photo de la personne ou, tu sais, envoyer là, un fichier d'empreinte, puis qu'il peut peser sur son pouce, puis ils disent, OK, bon, mais identité confirmée. Là, l'histoire, elle va partir un petit peu comme sur une dérive. On va avoir l'introduction là, du personnage de Kerim Bey, qui est comme le représentant en Turquie. Que, tu sais, puis il y a là-dedans, il va avoir là, des Bulgariens là-dedans qui vont les suivre. Puis, tu sais, il y a comme une genre de peg là-dedans, puis il y a aussi les Russes, tout ça. Fait que tout est un peu entremêlé là-dedans. Mais tu sais, ça se fait comme d'un côté organique, tu sais, c'est pas comme juste l'histoire qui avance. On rajoute un genre d'histoire parallèle qui fait que l'univers vient vraiment 3D là, à partir de là. Il y a bien sûr Red Grant qui est à la poursuite de James Bond. Ben, tu sais, il suit, mais à quelque part, lui, sa mission, là, c'est d'essayer de foutre la merde un peu là-dedans. Que là, on pense qu'il y a peut-être des Russes qui commencent à jouer avec leurs ententes avec le pays, puis exactement là, voir qu'est-ce qui allait se passer. Là, tu sais, c'est eux autres. Là-dedans, c'est que ils veulent créer des doutes pour que les Anglais, les Turcs, puis les Russes, tu sais, ils s'en chicanent un peu, puis que Spectre, lui, garde juste le spectacle à aller, puis qu'après ça, ben, il va attaquer, ou tu sais, il va extorquer là, certains pays là-dedans. Puis tu sais, là-dedans, il va y avoir aussi Kerim qui va se faire attaquer chez lui. Le but, c'est-tu vraiment de le tuer ou c'est vraiment encore créer là, des doutes? Il y a, tu sais, après l'attentat, ben, on voit que l'amitié entre Bond et Kerim est quand même assez chaleureuse. Ils s'entendent bien ensemble. Ils deviennent comme des amis. Kerim va montrer à James Bond un passage secret là, qui vont en dessous là, du consul russe. Puis tu sais, ils vont pouvoir voir qu'est-ce qui se passe vraiment là, en porte fermée. Puis le conseil, puis tu sais, ils voient comme le monde là, qui parle. Ils entendent rien, mais au moins ils peuvent savoir là, qui fait des discussions. On va voir l'introduction du personnage là, de Krylenko, que lui, c'est quelqu'un que Kerim n'aime pas bien, puis quelque part, ben, ils savent que c'est un assassin. Et quelque part là-dedans, ben, c'est possiblement lui qu'il a essayé là, de tuer Kerim un peu plus tôt. Mais tu sais, l'idée du télescope, tout ça, tu sais, je sais pas exactement, là, tu sais, ils sont vraiment comme à quelque part cachés dans le fond d'une salle, puis tu sais, ça sort à peine du sol, tout ça. Tu sais, il faut qu'ils mettent une histoire assez logique pour mettre ça en fait d'histoire. Ça se tient grosso modo, c'est quelque chose aussi qui était pris dans le livre. Mais en même temps, ben, tu sais, il faut savoir que les souterrains où ce qu'ils prennent, ben, c'est juste en dessous de l'endroit où ils vont prendre plus tard là, le lecteur. Alors, ils vont partir de là, puis ils vont se ramasser à un genre de camp de gitans, puis il va y avoir une danseuse du ventre là-dedans. Question d'avoir un peu de bonbons pour les yeux. Puis après ça, ben, il va y avoir deux femmes qui vont se battre pour un homme. Je trouve ça, ben, c'est les mentalités des autres pays, quelque part. Fait que je veux pas trop m'embarquer là-dedans. Je suis pas trop fort sur l'idée là, de femme-objet, mais en tout cas, regarde, c'est ça qu'on veut nous présenter à l'écran. Puis même quand on voit ça là, du côté de James Bond, c'est sûr que ça l'écœure à quelque part, mais il est bien avisé là, qu'il ne doit pas intervenir à quelque part de quelle manière que ce soit. Là. Il n'est pas supposé de vraiment parler de ça. Fait que ça tombe juste comme par coïncidence de même que Krylenko et sa bande là, ils vont attaquer sur place. Leur plan c'est de tuer Kerim. Puis pendant cette scène-là, ben, c'est là qu'on va avoir aussi par la composition de John Barry la tune thème de 007, un accompagnateur à la tune thème de
de James Bond. Quelque chose que j'aimerais ça aussi qui revienne dans les futurs films, que à quelque part, je vais en reparler là, dans un certain film que je pense que c'est revenu, mais c'est comme pas officiel, mais ça ressemble beaucoup à ça. Pas que je suis le grand fan de cette pièce-là. Je veux dire, elle est correcte, fonctionnelle. Cara vieille, c'est comme. C'est correct, mais on en met un peu d'emphase un peu par-dessus. C'est rien à voir avec la tune thème de James Bond. Mais c'est comme un accompagnateur, c'est comme de deuxième niveau, mais j'ai pas de problème avec cette pièce-là, puis qu'elle va revenir là, quelques fois là, au courant de la série. Mais c'est ça, le but de l'attaque, là, c'est juste pour faire un peu d'action. Mais il est important de noter aussi que James Bond, il se fait sauver par Grant, quelque part. Il est pour se faire tirer ou se faire attaquer par le dos. Puis finalement, Grant est là pour juste faire l'ange gardien puis se rassurer que James Bond survive. Mais il le fait là-dedans que Bond va réussir à sauver du monde là-dedans. Il va sauver la personne là, qui fait comme s'occuper là, du camp, puis qu'il va avoir le droit de choisir qui entre les deux femmes va comme être le vainqueur. C'est un combat à la mort, mais quelque part, James Bond il a réussi à trouver une manière de qu'il n'y ait pas de meurtre finalement. Dans le fond, ça finit ambigu à quelque part parce que il choisit pas de vainqueur à la fin. Puis quelque part, il va juste être comme bien traité là. En tout cas, c'est quand même assez ambigu là, dans tout ça. Puis peut-être qu'il abuse peut-être un peu là, des bonnes choses là-dedans. Là. En tout cas. Fait que cette section-là va pas mal se terminer aussi là, avec l'exécution là, de Krillin Ku. Ça va être pas mal Karim qui va l'assassiner. Il va sortir là, d'une annonce, là, un gros panneau. Puis quelque chose qui est carrément tiré du livre. Mais c'est comme toute cette section-là, comme je dis, ça rajoute un peu l'univers, la 3D de la chose. Puis que c'est pas nécessairement juste James Bond qui fait tout. Ça va être Karim là, qui va assassiner Krillin Ku. Mais en même temps, ça montre un peu le monde sauvage là, de cet endroit-là. Puis les tensions qu'il y a dans les pays. Puis je veux dire que personne n'est vraiment. C'est diplomate, là, mais à quelque part, il y a de la mafia là-dedans, puis tout ça, que je veux dire, c'est de la parure, mais des fois, ça tire par en arrière. Alors, James Bond retourne à sa chambre d'hôtel, puis c'est là que, dans le fond, l'histoire, elle recommence, puis je veux dire, elle a vraiment là, une transition. On est clairement beaucoup là, dans le deuxième acte. Vraiment, c'est le but là, d'aller chercher là, le lecteur. Il y a Tatiana qui va s'infiltrer dans la chambre à Bond. Puis qu'en bout de ligne, elle va jouer son rôle de vraiment en amour envers James Bond. Puis elle va vraiment s'arranger pour que James Bond couche avec. Mais James Bond, il est pas nono à quelque part. Il sait bien qu'il y a un appât en arrière, tout ça. Elle va jouer son rôle qui est en amour folle avec lui. Elle va rechercher sur lui une cicatrice qu'on avait vue avec Sylvia au début du film. Puis, je sais pas si quelque part ça vient de Dr. No, que c'est-tu Ursula ou Honey Rider qui avait fait cette cicatrice-là ou quelque chose de même. Je le sais pas quelque part. Mais dans ma tête, il s'est passé quelque chose avec Honey Rider dans Dr. No. C'est pour ça qu'il est rendu avec une genre de grosse cicatrice là, dans le dos. Mais Bond, il a peut-être un peu abusé des bonnes choses avec les deux femmes au camp des Gitans, mais je trouve que il est pas genre sauf dans le lit tout de suite avec Tatiana. Il abuse pas des bonnes choses tout de suite en partant. C'est comme il a comme pas le choix de le faire. C'est ça que je trouve qui est quand même assez intéressant. Je veux dire, il est pas juste là pour abuser des femmes. Je veux dire, il a quand même un certain devoir envers son pays, tout ça. Fait que je trouve que c'est quand même assez bien quelque part. Mais on joue tout le temps sur la ligne quand même. Fait que suite à ça, ils vont se rencontrer plus tard dans le jour, puis à quelque part, James Bond a un genre d'enregistreur pour pouvoir confirmer que est vraiment, c'est pas n'importe quoi qu'elle dit, puis qu'elle a vraiment qu'elle sait c'est quoi le lecteur. Fait qu'ils vont enregistrer sa conversation, puis il va avoir le OK du bureau pour dire que bon, c'est bien, elle est vraiment assez c'est quoi le lecteur, puis on va pouvoir peut-être aller de l'avant avec ce plan-là.
Il va y avoir une scène là-dedans où ce que Tatiana elle va donner des plans de l'endroit là, à James Bond, puis que il va y avoir un échange là-dedans. Il va y avoir un Bulgarien qu'on avait vu un peu plus tôt là, dans le film, qu'il va essayer là, de ramasser les plans, mais Red Grant est là pour se rassurer que le plan de l'endroit va être donné à James Bond, puis que ça va pas foirer là, le plan de Spectre. Alors, Bond, il va se ramasser au conseil russe, puis ça va être là où Karem il va être en dessous du conseil, puis il va faire comme sauter une bombe qui va faire que ça va partir en panique en dedans, puis qu'on va aller récupérer le lecteur. Là, à partir de là, ils vont se sauver en train. Puis là, ben, tu sais, c'est comme vraiment un gros morceau du film. On va être une demi-heure sur le train. Il va se passer quand même beaucoup d'affaires sur le train. C'est là un peu que aussi la relation entre Bond et Tatiana vont évoluer. T'sais, Bond étant gentleman, il va avoir acheté de la lingerie pour Tatiana, puis à quelque part, ben, il va lui faire plaisir. C'est un peu aussi de comme brouiller un peu là, ses sentiments, est-ce que elle va s'approcher de lui à partir de là, tout ça. Quelque part aussi, je pense que ça devient quand même vraiment douteux, quelque part. Ben, pas douteux, mais la manière là, que tout se déroule, je trouve que ça devient un peu nébuleux. Est-ce qu'elle joue vraiment contre Bond? Ou je veux dire, c'est-tu vraiment que c'est sa mission puis qu'elle s'en fout? Je pense que c'est ces scènes-là qui font que elle tombe vraiment en amour avec James Bond dans ces scènes-là. Et même Bond, je pense qu'il se rapproche tranquillement. C'est sûr que sont genre une journée sur le train, là, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais il y a quand même du temps qui sont dévoués juste aux deux personnages. Pendant qu'ils sont sur le train aussi, il y avait un gars qui suivait Benz. Dans le fond, il poursuivait Tatiana, qu'il avait remarqué embarquer sur le train. Bond et Kerim vont aller la rejoindre là, dans sa cabine. Puis il va s'arranger que, dans le fond, il n'y ait pas de problème avec. Ce que je trouve quand même assez curieux, c'est que Kerim va rester tout seul avec Benz. Quand en bout de ligne, ce qui aurait dû se passer, c'est que que Karim et Bond restent avec Benz. Parce que là, tu sais, dans le fond, la prochaine fois qu'on va voir Karim, ça va être. Il va être mort. Tu sais, j'ai pas parlé bien de Karim aussi. L'acteur qui le fait. Pedro Armendariz, lui, il était vraiment mourant. Il est mort, genre, à peu près. Il a pas réussi à voir le film à sa sortie. Il était mourant. On a tout contourné le filmage. On a tout filmé hors séquence. C'est pas quelque chose qui est anormal. Là. Souvent, on filme des films de n'importe quelle manière, puis finalement, on en recolle tout ensemble. Mais lui, il fallait comme un peu réagir assez rapide parce qu'on voulait l'avoir. Mais lui, c'est ça, il était mourant, puis il restait pas grand temps à vivre. Puis en bout de ligne, ben, de son côté, il voulait faire le rôle, puis tout réussir à rentrer ses scènes. Parce qu'en même temps, ben, il voulait réussir à faire survivre sa famille. Il voulait avoir du gang-pain, tout simplement. Puis avoir quelque chose à laisser ses enfants. Puis sa femme, fait que à quelque part, c'est même triste à quelque part parce que il était rendu tellement malade que dans le fond, c'est pas la maladie qui l'a emporté. Il va savoir suicider éventuellement, mais c'est quand même triste comme histoire. Mais en tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire pour le travail du film. Puis là, ben c'est ça, on a la fin du personnage. Là, ça va être dans le fond, ça va être Red Grant qui va l'avoir tué, qui va avoir tué les deux personnages. Quelque chose qui serait déroulé différemment, peut-être si, mettons, James Bond aurait resté avec Kerim. Ou peut-être tout simplement
il aurait tué James Bond directement. C'est sûr que, tu sais, comme Grant, il prend comme la manière longue. On s'entend qu'il y aurait probablement eu des occasions pour juste tuer les deux personnages. Là, tu sais, il fait tout vraiment le gros détour quand tout simplement il pourrait rentrer dans la cabine puis juste les exécuter les deux. T'sais, il n'y a pas besoin de faire toute cette mise en scène là. Mais ça l'enlèverait tout le déroulement. Ça serait juste vraiment trop drable là, quelque part. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent dans un film. Là, fait que évidemment, là, c'est pas ce chemin-là qu'il décide de prendre. Alors, une fois que Bond est mis au courant que Karim a été tué, ou que plutôt ça l'a mal tourné, puis que finalement Benz, il a trouvé moyen de prendre le dessus sur Karim, puis ils se sont entretués. Tu sais, Bond va arriver, puis il va aller questionner Tatiana, puis il sera pas de bonne humeur, mais quelque part, c'est un petit peu la faute à Bond. Tant qu'à moi, comme je dis, si mettons sur cette histoire-là, si mettons Benz a pris le dessus, puis ça a mal viré, c'est parce que peut-être que Bond aurait dû rester avec Karim, là, je veux dire, c'est juste un 24 heures. Après ça, là, il va avoir Tatiana à lui tout seul. Mais en tout cas, c'est ça comme ça où l'histoire narrative là, du film fait que par logique, il fallait laisser Karim tout seul, mais ça n'a pas de sens. Fait qu'il va y avoir un arrêt pour le train à Belgrade, puis on va voir un des enfants à Kerim. Kerim, dans le fond, tout le monde qui travaille pour lui, là, c'était ses enfants. Fait que tout le monde est comme de confiance. Il va demander à un de ses des enfants à Kerim, il va dire est-ce que tu pourrais arriver à Zagreb, est-ce que je pourrais avoir quelqu'un, un Anglais là, qui va venir avec nous autres dans le fond là, pour pouvoir se sauver de là ou assister là. Fait que ce qui va se passer, c'est que Grant, lui, il a entendu puis il a vu comment c'est quoi le code. Il voit ça au travers là, de les fenêtres là, du train, là, mais en tout cas, c'est un petit peu tiré par les cheveux là. Puis une fois qu'il va arriver à Zagreb, il va se faire prendre pour James Bond, puis finalement, il va se faire prendre pour Nash, la personne là, qui attend James Bond, qui serait supposément envoyé par M. Fait que il va embarquer dans le train, puis finalement, il va réussir à endormir Tatiana pendant qu'ils vont manger un repas, puis en bout de ligne, il va se ramasser tout seul avec Bond. Comme je dis, à quelque part, là, il aurait pu juste les exécuter sans voir là, de toute cette histoire-là, là, mais en tout cas. Il va se ramasser, c'est ça, tout seul avec James Bond dans le compartiment à part où ce que Tatiana est couchée de l'autre bord. Puis Bond, il y a des soupçons, mais après ça, il baisse sa garde comme si de rien n'était. Puis, tu sais, Nash ou Red Grant, il va lui montrer un point sur une carte. Puis Bond va lui tourner le dos, laissant la chance à Grant d'assommer Bond. Tu sais, ça a comme. C'est un petit peu nono de James Bond là, d'avoir tombé dans le piège, là. Mais là, tu sais, on a une atmosphère assez tendue, pareil. Il y a James Bond qui est couché à terre, puis Red Grant qui va le fouiller, tu sais, puis il va y mettre le fusil sur la tempe. Tu sais, ça peut tout changer, là, carrément, là, dans moins d'une seconde. C'est probablement une des vraiment seules fois là, dans la série. Là, il va y en avoir quelques occasions, là, mais où ce que tu sais, vraiment, là, on est vraiment sur le bord que n'importe quoi peut arriver. Tu sais, Red Grant. Pas prêt à tuer James Bond tout de suite. Il pourrait régler ça, mais non, il attend quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Il va attendre que Bond se réveille, puis finalement, Bond va utiliser une ruse en bout de ligne pour que Grant ouvre une valise, puis que la valise que le Boothroyd y avait donné un peu plus tôt dans le film. Mais tu sais, c'est là aussi que Bond va comprendre c'est quoi exactement tout ce qui se passe, puis que c'est Spectre qui est en arrière de toute l'histoire, puis il n'y a rien à voir avec les Russes. Puis il va comprendre aussi que Tatiana, elle est pas au courant de tout ça. Elle pense qu'elle travaille pour les Russes, puis qu'elle a été envoyée par les Russes. Puis, tu sais, dans le fond, Grant, il laisse James Bond parler, puis il affirme pas mal tout. Là, je veux dire, Bond est en train de comprendre, il est en train de lier tous les points là-dedans. Ce qui fait que même il va parler de Rosa Klebb, qui va faire que, avec juste la mention-là, on sait que James Bond est au courant c'est qui Rosa Klebb. Fait que finalement, c'est ça, la valise elle va sauter d'en face à
à Grant, puis là, ils vont se battre. Combat assez brutal. Je veux dire, il y a des fois qu'on se rend compte là, que c'est des cascadeurs, là, mais c'est quand même assez là, sans merci. Là, c'est quand même assez solide comme bagarre. Mais ultimement, ben, c'est ça. Bond, il prend le dessus. Ça fait quand même assez. C'est quand même assez drôle, pareil, parce que on n'entend pas Red Grant parler pas mal tout le long du film. Puis, pendant qu'il parle à Bond, il est toujours là en train de dire mon vieux. Mon vieux, il y a ci. Puis, tu sais, mon vieux, il doit dire mon vieux, là, genre à peu près 25 fois là, dans les derniers 10 minutes. Là, ça finit pas. Puis, Bond, dans le fond, une fois qu'il l'a tué, il dit là, tu n'auras plus besoin là, de ton portefeuille, là, mon vieux. C'est juste une belle manière de terminer la scène. Fait que à partir de là, Grant, il avait son moyen de sortie que dans le fond, il devait avoir une voiture qui était sur la track puis qui empêchait le train qui empêchait. Je veux dire, on est la nuit, si le train ne voit pas le truck ou il n'y a pas le temps d'arrêter, il va ramasser le truck. Mais en tout cas, finalement, le train arrête, on aide la personne qui est en guillemets en panne, puis finalement le train continue, mais pendant ce temps-là, Bond et Tatiana débarquent du train pour prendre le chemin de sortie, ou en tout cas pour pouvoir se sauver de là. Puis là, on va avoir quelques poursuites. C'est quasiment toute l'action du film va se dérouler là, dans les 10-15 prochaines minutes. Il va être poursuivi par un hélicoptère où ce que Bond va sortir là, sa carabine de poche qu'on avait que Boothroyd il avait donné au début du film, puis que dans le fond il y avait Karim Bey qui s'en avait servi là, pour tuer Krylenko. Puis je me dis ça devrait être vraiment chose de base là, pour tous les agents. Là. Une carabine de poche de même, je veux dire, c'est bien pratique. Mais en tout cas, je veux dire, on ne verra jamais là, cette carabine-là. Mais ça devrait être quelque chose de standard. Je veux dire, c'est super petit, mais finalement, quand tu en as besoin pour tirer au loin, c'est super bien pratique. Puis après ça, ils vont partir de là, puis ils vont se ramasser sur le bord là, d'un lac ou plus d'une rivière. Puis ils vont prendre un bateau. Puis pour moi, là, ça aurait dû comme arrêter là, mais en tout cas, il y a comme une extension encore une fois. Où ce que il y a Morandi que c'était comme un personnage secondaire là, mais c'est comme on l'avait vu sa face là, que c'est comme peut-être le chef de personnel de Spec là, on avait vu une couple de fois là. Puis c'est lui qui va mener là, les bateaux là, qui vont poursuivre Bond. Puis encore une fois, on va avoir encore un peu des explosions. C'est une scène d'action, tout ça. La scène de l'hélico, ça allait bien. Où ce que Bond il sautait partout. Puis il évitait là, l'hélicoptère. L'hélicoptère, la manière c'est filmé, ça a l'air bien menaçant. Là, mais comme j'ai dit, là, Bond s'en débarrasse avec les carabines. Le coup du bateau, puis la poursuite, dans le fond, c'est juste on voit Bond et Tatiana dans leur bateau, puis on voit les autres à l'autre bout. Je veux dire, on dirait qu'il n'y a pas de. C'est tellement comme éloigné que. Il n'y a pas aucune tension là, dans cette scène-là que je trouve que ça commence à piétiner un peu. Là, ça commence à être long un peu. Juste avant ça, il y a le personnage de Kronstein. On s'en ramasse là, dans le bureau là, de Blofeld, puis que lui va être éliminé parce que en bout de ligne, c'était son plan qui a échoué. Puis c'est justement là, Morandi qui l'a tué. Toujours le fun, dans le fond, de voir le personnage ou l'acteur Walter Gottel qui fait Morandi. Il va revenir dans un rôle récurrent plus tard là, dans la série, là, dans le chef du KGB, Gogol. On va le voir en masse, là, tout ça, mais c'est juste tout le temps drôle de le voir dans un autre personnage dans le film d'aujourd'hui. Puis c'est ça, fait que en tuant Kronstein, il reste juste Rosa Klebb que elle va une fois qu'ils vont être rendus à Venise à la fin, on pense que le problème tout est fini puis qu'ils sont en sécurité. Il y a Rosa Klebb qui fait une dernière attentat pour ramasser le lecteur. Puis elle va essayer là, en réglant les choses. Elle va essayer là, de tuer Bond. Comme que je disais au début, dans le livre, elle va réussir. Puis finalement, on va utiliser là, dans le film juste le dilemme de Tatiana. Est-ce que elle va suivre Bond ou elle va suivre Rosa Klebb? Mais on savait bien que
point de vue film. Je suis pas mal sûr que même en 63, on avait pas mal de doutes que ça allait être Rosa Klebb qui allait tirer à la fin du film. Alors, le film va finir où ce que Bond et Tatiana vont partir en bateau, puis ils vont comme devenir amoureux, puis tout va finir rose, puis il va jeter le film là, qui avait été filmé pendant que leur première rencontre. C'est là qu'on va avoir la chanson là, de From Russia with Love chantée par Matt Monro. On l'avait entendu sur une radio un peu plus tôt, là, vraiment quand on avait eu l'introduction à James Bond, puis quand il était avec Sylvia Trench, ça jouait dans une petite radio, mais c'est tout. Là, je veux dire, on l'entend là, vraiment pleinement, là, on l'entend très bien. Même, ce qui est drôle, c'est qu'en français, on a une version française chantée par Bob Ascloff qui est vraiment là, inférieure. Là, je veux dire, je trouve ça à peine écoutable. Mais la version originale là, par Matt Monro, je trouve ça, je l'aime vraiment comme chanson. Là, je la trouve vraiment le fun. J'aime beaucoup la mélodie. C'est la même mélodie en français. C'est juste que l'interprétation, elle laisse à désirer pas mal. Alors, en conclusion, c'est une suite. Il y a plusieurs éléments. Le premier n'est pas obligatoire, mais il fait un peu pas mal la règle de la suite. Où est-ce qu'on a plus de méchants, on a plus d'explosions, on a plus de ci, on a plus de ça. C'est vraiment la règle de suite. Mais c'est souvent dans les suites, on a un produit un peu moins de qualité. C'est pas le cas aujourd'hui. Je veux dire, on a vraiment un film qui est plus solide. James Bond ou Sean Connery est vraiment plus solide. Il est encore plus dans le rôle. Je pense que sa performance est un peu mieux. Un peu le même problème que j'avais dans le premier film en question maquillage. Il y a des maquillages qui ressortent pas mal là, dans le film. Puis ça vient un petit peu, ça distrait un peu là, de l'attention de l'action une fois de temps en temps. Mais c'est moins grave que dans le premier film, mais ça paraît quand même. La trame sonore de John Barry, je veux dire, c'est quelque chose qui est bien solide. John Barry, comme j'ai déjà que j'en ai déjà parlé dans le podcast de King Kong 1976, c'est un de mes compositeurs préférés, beaucoup dû au 30 de James Bond, puis il déçoit pas, puis qu'est-ce qu'il va faire là, à l'avenir, ça va être encore vraiment encore plus solide, là, mais pour commencer vraiment officiellement, c'est vraiment solide qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. L'action du film, c'est correct, c'est bien dosé, il n'y en a pas trop, il en manque pas. Il y a peut-être juste, comme je disais là, il y a quelques minutes, vers la fin, là, ça commence à piétiner un peu. J'aurais enlevé là, peut-être la séquence là, du bateau. Je trouve que c'est beaucoup. Il y a la séquence d'hélicoptère qui lui court après. Il y avait le truck en panne. L'hélicoptère, le bateau, Rosa Klebb dans la chambre d'hôtel, c'est comme après un bout, là, enlevez-en un ou deux là-dedans, là, puis condensez, faites quelque chose. Il y en a trop à la fin, là, puis ça commence à piétiner. Le film touche son haut point avec le combat avec Red Grant. Puis à partir de là, le film, là, il fait comme juste comme finir. C'est comme un épilogue à la suite, mais l'épilogue est peut-être un petit peu trop longue. Peut-être un 7-8 minutes de moins aurait fait que le film aurait été encore plus solide. Mais pour se rendre au combat, où est-ce que la confrontation entre Bond et Grant, je veux dire, c'est vraiment solide. Kerem Bey qui va comme remplacer peut-être Felix Leiter dans le film de Dr. No. C'est comme un peu le même pas le même personnage, mais c'est la même utilité, mettons, pour assister James Bond. Il est autant solide que Jack Lord et peut-être plus. Je veux dire, ça aurait été le fun de revoir peut-être le personnage continuer quelque part, qu'on le revoit. Là, on l'a tué de toute façon. D'un, c'était dans le livre, mais ça c'est pas grave là. On aurait pu peut-être pas le faire mourir à la fin. Mais l'autre côté,
ça rajoute quelque chose dans l'histoire aussi que il y en a d'un bord qui survivent, il y en a qui survivent pas, puis tout ça. C'est un peu comme Quarel dans le premier film, mais on a développé le personnage un peu plus, fait que quand Karim meurt, je veux pas dire c'est touchant, mais c'est plus, il y a un petit peu plus. C'est mieux réalisé rendu quand il meurt. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. À la fin de la rétrospective, là, ou pendant même la rétrospective, là, je vais quand même toujours essayer de donner un genre de palmarès. Puis là, je dirais que les deux films en ce moment tombent vraiment comme dans... je sais qu'il va y en avoir des meilleurs, puis des beaucoup meilleurs que ce qu'on a aujourd'hui. Je sais qu'il va y en avoir aussi des vraiment inférieurs et très inférieurs aux deux films d'aujourd'hui. C'est peut-être là, dans mon milieu haut, là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est sûr que sur 28 films, le milieu haut tombe quand même assez haut, mais mettons que tu mets un premier puis un dernier, ça veut pas dire que l'écart en fait de bon nécessairement beaucoup. Mais je veux dire, il y a vraiment là, une bonne gang aussi là, il va être vraiment là, dans le rouge, puis il y en a peut-être qu'il va être dans le rouge très très solide là. Alors, la semaine prochaine, on va continuer la saga Bond avec le film qui va être probablement le prototype de tous les films à venir, le film de Goldfinger de 64. Bien sûr, je vais parler un peu aussi du livre. Que aussi, Bon baiser de Russie, le livre, mes dernières pensées dessus. C'est un livre que je pense que c'était comme quasiment mon meilleur dans tous les livres. Je veux dire, c'est le livre où ce qui m'a vraiment plus imprégné. Je pense que je l'ai lu là, vraiment là, en très peu de temps. Là. Je pense que je l'ai lu peut-être en 3 jours, quelque chose de même. Là. Je m'étais vraiment assis puis il m'avait vraiment captivé. La manière qui était apporté le livre, il était quasiment la moitié du livre à nous montrer tout, un peu comme le film, là, où ce qui est peut-être le premier 15-20 minutes, à nous montrer tout le côté de Spectre, puis après ça, on voit l'histoire à James Bond. C'est un peu similaire dans le livre aussi, puis je veux dire, on embarque plus dans toute le fait que c'est écrit, tout ça, puis qu'on embarque dans les têtes des personnages, tout ça. Fait que c'est vraiment un très bon livre à lire. Si vous devez lire un livre de James Bond, je vous dirais que c'est probablement le meilleur livre à lire à mon humble avis. Mais c'est ça pour ça. Fait que d'ici la semaine prochaine, si maintenant vous êtes nouveau au podcast, vous pouvez suivre le premier visionnement aussi sur Facebook et Twitter, où ce que je vais poster là, des choses là, de James Bond dans les prochaines semaines. Il y a des choses personnelles, comme des photos où ce que j'ai rencontré là, des personnes, dont le réalisateur là, de Guy Hamilton, qui va réaliser le film de Goldfinger. Je l'ai rencontré à une conférence, là, en tout cas, il y a vraiment une bonne couple d'années, là, à peu près il y a 15 ans de ça. Je vais en parler un petit peu au prochain podcast. Puis il y a des choses qui vont faire surface là, dans les prochaines semaines. Mais c'est ça. Fait que suivez le premier visionnement sur Facebook et Twitter ou Twitter. Normalement, je répète les mêmes choses sur Twitter. Là. Fait que je vous dirais, le plus facile, c'est d'aller sur Facebook, où ce que je suis plus c'est plus facile là, rentrer en contact avec moi. N'hésitez pas à marquer vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez là, de Bon baiser de Russie? C'est-tu mieux que Dr. No? Je sais que la plupart du temps, le film d'aujourd'hui est mieux regardé là, que Dr. No. Mais tu sais, je veux dire, je dis que c'est similaire, là, puis moi, c'est vraiment ce que je pense. Ils sont pas mal sur le même pied. Il est peut-être un petit peu mieux en point de vue technique, mais c'est deux films là, que je respecte là, pas mal là, sur la même lignée. Mais à part de ça, là, vous savez, là, au podcast, j'ai toujours essayé de vous enseigner 2 choses. 1, de jamais les laisser vous voir saigner, ou 2, de toujours avoir un plan d'évacuation. He blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it.
Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion, dont Podbean, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.